parce que ce sont des référentiels qui nous aident à progresser, à structurer la démarche. Mais bon, pas plus que ça. On utilise deux types de labels, en fait. Des labels sectoriels. Dans le domaine du BTP, aujourd'hui, il y a depuis quand même quelques années maintenant des labels qui se sont développés pour discriminer les bâtiments très polluants de ceux qui le sont beaucoup moins, notamment le fameux label bâtiment bas carbone qui est né il y a 5 ou 6 ans et qui vise en fait à reconnaître les efforts des constructeurs pour décarboner ce secteur d'activité qui l'est beaucoup. Et puis, bien sûr, il y a des labels plus génériques qui valident en fait des démarches d'entreprise, comme le label Lucie ou Bicorp, et qui sont adaptés pour des petites entreprises ou des moyennes entreprises, mais c'est plus compliqué pour les grandes, surtout les grandes comme nous, Bouygues, où on est multisectoriel, donc c'est difficile d'avoir une approche globale au niveau du groupe. C'est plutôt au niveau de nos unités opérationnelles que les choses se passent. Donc, oui, les labels, c'est toujours intéressant de s'y conformer parce que ça entraîne l'entreprise dans une démarche dite d'amélioration continue. Il vaut mieux utiliser bien sûr des labels d'État, des labels reconnus par des tiers. Je ne crois pas trop en ce qui me concerne aux labels autoproclamés que certaines entreprises utilisent, parce que dès lors qu'il n'y a pas de vérification par tierce partie, ça n'a pas la même valeur, hein, c'est clair. Mais bon, vu les enjeux des entreprises aujourd'hui, il faut bien aller bien au-delà des labels si on veut être crédible en matière de démarche RSE intégrée au business. Il est clair que dans une approche intégrée du développement durable, on doit entraîner avec nous notre supply chain. Hein. Si on prend que l'aspect carbone, parce que c'est quand même la mère des batailles pour les entreprises aujourd'hui, le bilan carbone du groupe Bouygues, c'est 65%, c'est sa supply chain. Donc, on ne pourra pas aller sur une trajectoire de décarbonation crédible si on n'entraîne pas avec nous nos fournisseurs, nos sous-traitants. C'est juste pas possible. Donc, pour ça, on les invite à réfléchir avec nous à l'évolution de leur modèle économique, de leurs produits, leurs services, de manière à ce qu'ils puissent décarboner au même rythme que nous sommes fixés comme trajectoire. Parce qu'on on s'est fixé une trajectoire qui est la même que toutes les grandes entreprises cotées, de toute façon on n'a pas le choix, qui est d'environ 30 à 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, pour contribuer à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Enfin, déjà commencer par 30 à 40% sur les scopes 1, 2 et 3A, c'est déjà pas une sinécure. Et donc, ça nécessite d'avoir un dialogue plus que construit et des nouvelles relations contractuelles avec ses fournisseurs. Comment on s'y prend ? On a rencontré ceux qui nous produisent les produits, ceux qui nous procurent les produits les plus carbonés, qui rentrent dans la composition de nos propres produits, notamment des fournisseurs de matériaux pour nos constructions. Hein. Et puis, on leur dit, voilà, avant, il y avait qualité, coût, délai dans les critères de choix de nos fournisseurs, mais maintenant c'est coût, délai, carbone et peut-être même coût, délai, carbone et biodiversité qui rentrent dans l'équation. Et que dans certains cas, ce n'est pas forcément le moins 10 ans ou le moins 10 ans financier qui va l'emporter, car on a de plus en plus de demandes de nos clients en termes de décarbonation qui nous obligent aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne chose, hein, à privilégier l'empreinte environnementale plutôt que d'autres considérations plus mercantiles. Ça dépend des clients, mais il y en a de plus en plus. Donc oui, on ne peut pas avoir de démarche sérieuse sans entraîner sa supply chain, ça c'est sûr. Et ça nécessite des méthodes, donc des méthodes qui consistent surtout à dialoguer avec les fournisseurs pour changer leur modèle d'affaires, pour les accompagner dans leur propre évolution de leur démarche et passer souvent d'un modèle de fourniture de produits à un modèle de fourniture de solutions en les laissant propriétaires de leurs produits. Et nous, on achète des solutions, on les loue, ces solutions, pendant un temps donné, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone de fabrication des sous-produits. Donc, ça nécessite non seulement, pas seulement plutôt une innovation technique ou technologique, mais une innovation aussi dans les modèles économiques. C'est ça qui est intéressant.
là, on a beaucoup plus de retour d'expérience que sur le carbone, parce que la sécurité, ça fait des décennies qu'on s'en occupe. Moi-même, je suis en charge aussi de cette question-là depuis 15 ans au niveau du groupe. Bon, là, on est un peu en tolérance zéro, le groupe Bouygues, sur les histoires de sécurité. Donc, on s'est benchmarké il y a une quinzaine d'années sur les best in class en matière de prise en compte de la prévention santé-sécurité sur les sites industriels et les chantiers, bien sûr, parce que ça fait partie des enjeux les plus matériels pour les métiers du pôle construction. Donc, on s'est rapproché notamment du secteur oil and gas qui, historiquement, compte tenu des risques, avait les meilleurs résultats. Et on a dupliqué un peu leur démarche et leur méthode à l'approche chantier, parce que c'est vrai que les chantiers, ce sont des lieux quand même qui, traditionnellement, sont assez accidentogènes. Donc, on a les meilleurs et de loin résultats de la profession, que ce soit en France ou à l'international, chez Bouygues, Bouygues Construction, Colas, qui sont les deux métiers les plus concernés chez nous. Et bien entendu, sur les chantiers, les règles, les incontournables qu'on appelle ça chez nous, s'appliquent à la fois pour nos compagnons, mais pour tous tous les collaborateurs Bouygues qui opèrent sur les chantiers, mais ça s'applique de la même manière aux sous-traitants qui travaillent à nos côtés. Et lorsqu'ils arrivent sur des chantiers Bouygues, ils ont les mêmes règles à respecter, donc ils sont briefés pour ça, ils sont formés pour ça, on vérifie leur habilitation, on vérifie leurs aptitudes, etc. Et on a des coordinateurs santé, sécurité sur les chantiers qui ont autorité également sur ces gens-là pour faire appliquer les règles, même si on n'a pas le management. On a autorité sur les règles de sécurité, parce que bien sûr, la sécurité, ça sublime tout. Donc, si ça nous a permis d'obtenir des résultats tout à fait extraordinaires, avec des taux de fréquence qui sont extrêmement bas, inférieurs à 1, et des taux de gravité inférieurs à 0,3, 0,4, pour des activités de construction, c'est juste extraordinaire. On dépense beaucoup d'argent en prévention, parce qu'en fait, si vous ne voulez pas d'accident, il faut faire beaucoup de prévention. Et donc, en formation, on travaille aussi sur les aspects santé, les cycles physiologiques, la diététique, la lutte contre les addictions. Et ça, c'est des choses que peu d'entreprises font aujourd'hui. Et ces règles, bien entendu, s'appliquent dans n'importe quel pays dans lequel nous sommes, c'est-à-dire on est toujours largement au-dessus des réglementations du travail des pays considérés. Pour nous, la réglementation du travail des pays considérés, c'est bien sûr un socle sur lequel on ne peut pas descendre en dessous, mais nous, on est largement au-dessus des règles de l'OIT, largement au-dessus des règles des pays les plus contraignants, parce qu'on a décidé que les collaborateurs qui arrivaient le matin au travail devaient repartir avec une parfaite intégrité physique et morale le soir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident. C'est évident, on a 3500 chantiers chez nous de construction tous les ans et plus de 100 000 chez Colas. Donc, il y a forcément des accidents. Statistiquement, et puis, de toute façon, il y a aussi des accidents qui sont liés à des tiers. Eh bien, on a toute la panoplie de l'analyse des causes primaires, des cours d'expérience qui font qu'on essaye, bien entendu, de tirer parti de toutes les mauvaises expériences qu'on peut avoir pour toujours améliorer notre accidentologie. Mais on peut dire aujourd'hui, quand on se compare, parce que c'est important de mesurer, mais c'est aussi important de se comparer, qu'on est de loin les meilleurs dans ce domaine-là et on entend bien le rester. Voilà, donc ça, c'est la politique sécurité. On dépense beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est beaucoup de professionnels temps plein sur ces sujets, bien formés. C'est une filière qui regroupe aujourd'hui 1200 collaborateurs à l'échelle du groupe, ce qui est quand même tout à fait considérable, qui sont des gens de terrain, qui sont pas là simplement pour faire du reporting, mais qui sont sur le terrain pour accompagner l'échauffement avant le travail, pour faire les formations carrière sécurité, pour faire les contrôles, bien entendu. On commence à utiliser des outils d'intelligence artificielle également pour détecter les presque accidents, pour faire en sorte de regarder statistiquement, d'enregistrer en fait les épisodes de situations, donc des situations à risque qui peuvent conduire à des accidents. Donc, on fait beaucoup de prévention sur ces sujets, sur les presque accidents et sur la réactivité d'actions correctives après presque accident. Donc ça, c'est des choses qu'on a développées, une approche prospective de l'accidentologie, avec bien entendu un rapprochement très fin avec les services méthodes, parce qu'en fait, lorsque vous avez un chantier qui est bien organisé, qui est propre, où les circuits de circulation sont bien définis, lorsque la logistique chantier est bien organisée, eh bien, vous générez moins d'aléas,
il y a moins d'à peu près. Donc, en fait, l'organisation du travail est le premier vecteur, en fait, de la prévention. Donc, il y a un couple évident. C'est pour ça que chez nous, les démarches sont intégrées, hein, qualité, sécurité, environnement, parce que les compagnons, le matin, ils ne font pas la qualité de 8h à 10h, la sécurité de 10h à midi et l'environnement l'après-midi. Donc, on a une approche intégrée dans les messages qu'on fait passer, mais également dans les documentations, les procédures qui sont à respecter et qui intègrent les 3 dimensions. Donc, bon, on n'est jamais arrivé sur ce sujet, il ne faut jamais relâcher son attention, parce qu'en matière d'accidentologie, les rechutes sont rapides. Mais bon, c'est la politique du groupe Bouygues depuis des années. Il y a pas de. Nous, on n'est pas dans le cynisme de certaines entreprises américaines qui poussent parce qu'il faut faire le chiffre. Bon, Martin Bouygues n'a pas du tout cette conception-là du capitalisme. Et donc, s'il y a danger pour les collaborateurs, on ne se pose même pas de question de savoir combien ça va coûter en retard chantier. Enfin, moi, je fais 33 ans que je suis dans le groupe Bouygues. Il n'y a jamais eu de pression particulière sur ce thème-là. La sécurité et la santé, c'est primordial, c'est au-dessus de tout, même avant le planning. Et après, on discute avec le client. Mais en tout cas, il n'y a aucune espèce d'injonction contradictoire en disant aux collaborateurs, bon, ben voilà, vous occupez de la sécurité, mais enfin, la rentabilité, le profit avant tout ça. Enfin, ce n'est pas du tout l'état d'esprit du groupe Bouygues, ça ne l'a jamais été. Mais je comprends que dans d'autres entreprises, ce ne soit pas le cas. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas comme ça. Alors, on n'est pas du tout au même niveau de maturité sur les enjeux climat que sur les enjeux santé-sécurité qui ont un track record de plusieurs décennies chez Bouygues. Là, le carbone, c'est plus récent, même si ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on mesure notre empreinte et qu'on a commencé à mettre en place des mesures de décarbonation. Mais bon, on ne va pas se raconter de carabistouille. On est très, très, très loin. Bouygues, comme 100% des entreprises françaises et même mondiales, à part quelques entreprises de niche, hein, mais on est très, très loin d'être à la hauteur de ce qu'il faudrait réellement faire si on veut prendre en compte l'enjeu climatique. Tous pour la simple et bonne raison qu'il va falloir qu'on choisisse assez rapidement, à la fois dans les entreprises et puis au niveau des États, entre un certain modèle de développement qui a dominé depuis des décennies et la décarbonation. Ce n'est pas compatible. Donc, il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup plus de sobriété. Sobriété en tout, hein, sobriété dans la consommation de ressources, sobriété énergétique. Et qui dit sobriété dans la consommation de ressources et sobriété énergétique, ça veut dire qu'il y a certains secteurs d'activité qui vont devoir se réinventer parce que c'est juste pas durable. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans le textile, est-ce qu'on va continuer d'essayer de vendre autant de textiles aux gens? Il y a, je crois, que 100 milliards de pièces par an, avec 70% de pièces qui sont portées 5 fois avant d'être jetées. Est-ce que c'est durable? J'en sais rien. Est-ce que les gens prendront toujours autant l'avion dans les années qui viennent? Je doute. Est-ce que les gens mangeront autant de viande dans les années qui viennent? Je doute. Est-ce que les gens consommeront toujours autant de produits électroniques? Je doute également. Donc, forcément, les entreprises qui sont sur des secteurs, disons, non essentiels, pour reprendre un terme à la mode en phase Covid, vont devoir réinventer leur modèle économique pour faire preuve de plus de lucidité par rapport à l'injonction que les scientifiques nous donnent aujourd'hui de décarboner à grande vitesse. Hein, je rappelle les chiffres quand même, on a 400 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100. Au rythme actuel de nos émissions, 43 gigatonnes par an au niveau mondial, on aura mangé notre budget dans moins de 7 ans, hein, alors qu'on est censé tenir avec ces 400 gigatonnes jusqu'à 2100, pour vous dire à quel point on est complètement en dehors de la plaque, et que si on continue comme ça, on va sur un réchauffement moyen entre 2,7 degrés et 4,3 degrés, si on en croit les scientifiques du GIEC. Donc, qui peut croire qu'on fera encore du business rentable en 2030 ou en 2040 sur une planète qui sera devenue une étuve avec des rendements agricoles divisés par 2 et des épisodes caniculaires sous nos latitudes qui empêcheront l'industrie de fonctionner? Voilà, donc aujourd'hui, il va falloir qu'on choisisse entre faire preuve de lucidité et de sobriété et de continuer les modèles économiques qui ont dominé pendant des décennies
alors que la planète était extrêmement résiliente par rapport au changement climatique. Mais les choses s'accélèrent. On n'est pas sur une approche qui est aujourd'hui linéaire, on est sur une approche qui s'accélère parce que aujourd'hui les concentrations en CO2 de l'atmosphère font qu'on a atteint un certain nombre de seuils irréversibles qui font que les changements climatiques vont se ressentir de plus en plus, et les effets du changement climatique, c'est-à-dire les dérèglements associés au réchauffement, et qu'aujourd'hui, il y a une obligation morale pour les entreprises de réduire leurs émissions, mais il y a aussi, il faut se le dire, une contrainte physique. Alors, c'est quoi cette contrainte physique? C'est-à-dire que jusqu'à encore quelques années, on était dans une corrélation parfaite entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, plus on mobilisait de l'énergie, plus eh bien, le PIB des États augmentait. Et le PIB des États, c'est des machines qui sont alimentées par de l'énergie à 83% carbonée sur cette planète. Bon, sauf que là, maintenant, il va y avoir moins de pétrole qui va rentrer dans l'énergie. Alors, il y a encore du gaz, il y a encore du charbon, mais le pétrole commence à rentrer en déplétion. On a passé le pic conventionnel en 2006, le pic non conventionnel en 2018. Donc, de toute manière, la demande va continuer d'être soutenue, mais l'offre va diminuer jusqu'à la fin des temps. Parce que de toute façon, on est sur une réserve finie d'hydrocarbures. Donc, ça va forcément créer des tensions sur les prix. On s'en aperçoit aujourd'hui, il n'y a pas que la guerre. Et un pétrole structurellement cher, eh bien, ça nécessite de faire des choix parce qu'on ne pourra pas faire fonctionner autant de machines qu'avant. Je rappelle que 100% du transport mondial fonctionne avec du pétrole aujourd'hui, hein, ou des dérivés du pétrole. Donc, on va être dans une période aujourd'hui où on va avoir moins d'énergie qui va rentrer dans la machine économique. Et donc, ça va nécessiter pour les entreprises eh bien, de choisir les secteurs sur lesquels on va pouvoir encore mobiliser de l'énergie et puis se désengager d'autres secteurs qui sont très gourmands en énergie, mais qui ne participent pas à produire des biens essentiels. Et donc, c'est clair que pour certaines entreprises, ce sera plus compliqué que d'autres de reconfigurer leur modèle d'affaires. Elles n'ont plus beaucoup de temps pour le faire. Mais là, c'est un problème de stratégie, de tactique. C'est un problème aussi de lucidité de la part des actionnaires entre vouloir maximiser les profits maintenant à très, très court terme ou maximiser la durabilité, ce qui est quand même le but du jeu, sans doute avec des profits qui seront moindres, mais il va falloir l'expliquer également aux actionnaires. Bon, ça, c'est faire preuve de lucidité. Il y en a qui ne veulent pas entendre parler de ce type de discours. Maintenant, on ne peut pas tricher avec les lois physiques et on ne pourra pas compenser par de l'efficacité énergétique ou par du technosolutionnisme des flux physiques qui n'entreront pas dans l'économie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut accepter. C'est un peu compliqué à accepter, hein, mais c'est des choses qui s'imposent aujourd'hui aux industriels. On n'a pas d'activité minière en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait, on est sous-traitant en termes de travaux publics, parce que c'est que la mine, ça a ça de terrible comme activité, c'est qu'il faut remuer des tonnes et des tonnes de terre pour récupérer quelques grammes des métaux qui sont recherchés. Vous savez que dans la nature, les métaux sont très peu concentrés, et donc il y a des techniques aujourd'hui qui consistent dans les mines à remuer des mètres cubes et des mètres cubes de terre pour récupérer que ce soit du cuivre, de l'or, de l'aluminium, tout ce que vous voulez. Donc, pour ça, on utilise des engins de TP et donc Bouygues est encore effectivement sous-traitant de l'industrie minière. Mais c'est une grande différence d'être sous-traitant de l'industrie minière que d'être l'opérateur de l'industrie minière. Ça n'a rien à voir. Donc, nous, notre empreinte là-dedans, c'est plutôt l'empreinte énergétique liée au fonctionnement des engins qui sont utilisés dans ce cadre-là et qui sont très dispendieux en carburant notamment. Et l'enjeu pour notre secteur en matière de travaux publics, ça va être parce qu'on aura encore besoin d'acier, on aura encore besoin de cuivre et de métaux dans l'industrie de demain. Alors certes, on va certainement en utiliser moins, mais on en aura encore besoin pendant des décennies.
Et donc, toute l'idée, c'est que sur la partie exploitation de ces mines, où on peut participer, non pas sur le procès, je le rappelle, hein, mais sur la partie travaux publics, eh bien, d'utiliser des engins, ne serait-ce que ça, qui consomment moins, ou qui sont même carrément électriques ou à l'hydrogène. Alors, là non plus, on n'est pas fabricant de ces machines, on les utilise. Donc, notre rôle, et c'est ce qu'on est en train de faire, de s'organiser en consortium pour faire pression sur les fournisseurs de ces machines, qui sont des énormes machines, pour qu'elles accélèrent leur recherche et développement et leur prototypage vers des motorisations qui seront plus en adéquation avec les ressources qui nous restent. Donc c'est ce qu'on fait. Mais je le répète, Bouygues n'a pas d'activité minière en tant que telle, excepté pour Colas, où ce n'est pas vraiment de mines de métaux précieux, c'est d'activités minières, mais c'est plutôt une activité de carrière pour récupérer des cailloux. Alors là, il n'y a pas de nuisance pour l'environnement en tant que tel, pour fabriquer les routes et les rénover surtout, mais ça n'a rien à voir avec l'industrie minière telle que vous pouvez l'imaginer pour récupérer du lithium, du cobalt, etc. Là-dessus, Bouygues n'est pas du tout opérateur de ces activités-là. On y travaille actuellement. Alors, je rappelle que Bouygues est un conglomérat. Ça ne vous a pas échappé qu'on fait le grand écart entre TF1, Bouygues Télécom, Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, et bientôt d'ailleurs, si les autorités administratives donnent l'autorisation, Equans, hein, qui devrait rejoindre le périmètre du groupe dans quelques mois. Donc, on a réfléchi à l'établissement d'une raison d'être à l'échelle du groupe, mais c'est très compliqué compte tenu de l'hétérogénéité en fait, des enjeux des différents métiers qui sont les nôtres. Donc, il y a deux approches. Bon, on va peut-être pouvoir y arriver quand même d'avoir une raison d'être de la raison d'être, mais en fait, ce qui est important surtout, c'est d'avoir des raisons d'être au niveau des métiers, ce que TF1 a déjà fait et ce que Bouygues Télécom a déjà fait. Par contre, est-ce qu'il faut recoiffer les raisons d'être des métiers par une raison d'être au niveau du corporate ? La décision n'est pas encore complètement prise, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on va finir par arriver à un texte qui permettra d'agréger les différentes raisons d'être des métiers. Mais ce n'est pas le plus important pour nous au niveau du groupe, parce que nous, au niveau du groupe, on fait de l'animation, on fait de la coordination. Chaque métier a quand même une très grande autonomie dans son approche stratégique, et c'est normal, parce que les métiers sont tellement différents les uns des autres que ça n'aurait pas beaucoup de sens d'avoir une trop grande centralisation au niveau de la maison mère. Nous, au niveau de la maison mère, on doit s'assurer que la culture Bouygues est présente partout, ça c'est sûr, en termes de valeurs, et la sécurité en fait largement partie. Maintenant, au niveau des enjeux opérationnels, c'est clair que les enjeux opérationnels, c'est très, très spécifique à chacun des métiers. Alors, c'est vrai que c'est une particularité du groupe Bouygues, qui est un groupe très, très diversifié. Ce serait certainement plus facile pour nous d'établir une raison d'être si on était monosectoriel, ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas. Je pense qu'on a aujourd'hui démontré qu'il y avait des valeurs. Ça fait 70 ans que le groupe existe. Et avec lorsqu'on fait des enquêtes d'image, un groupe qui est quand même globalement bien perçu, notamment par les donneurs d'ordre, par les clients, un peu moins par le grand public qui, bien sûr, assimile Bouygues au béton. Et le béton, c'est un peu comme pour Total, hein. C'est une image qu'il va nous falloir corriger dans les années qui viennent et démontrer qu'on peut construire sans émettre trop de CO2, en changeant les modèles constructifs notamment. Mais pour revenir spécifiquement sur la rédaction du raison d'être, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on dit, c'est que ce que l'on est et les engagements qu'on prend. Et Bouygues parle peu en termes d'engagement, mais quand on dit qu'on le fait, on le fait. Donc, moi, je suis bien placé pour vous dire que le problème, ce n'est pas tant de définir une raison d'être que de réfléchir en même temps qu'on définit une raison d'être à des engagements qu'on peut prendre.
Et c'est le travail qu'on est en train de faire, en fait, en réalité. On travaille sur les engagements que l'on peut prendre, qu'on peut confirmer ou qu'on peut rehausser dans chacun des métiers. Mais avant de prendre des engagements à la légère, comme par exemple l'engagement de la contribution à la neutralité carbone, alors que 99% des entreprises qui prennent ce type d'engagement de vous à moi auraient bien du mal à détailler véritablement à détailler exactement ce qui va leur permettre d'arriver à faire ça. Je suis persuadé qu'elles n'ont pas pris soit la mesure de ce que ça voulait dire vraiment, soit elles ont carrément, elles ne sont pas compétentes et elles ont pris des engagements à la légère. En ce qui nous concerne, en tout cas moi, tant que je serai dans le groupe Bouygues, le jour où on prendra ce type d'engagement, on aura bien vérifié qu'on est capable de le tenir. Parce qu'on pense que tôt ou tard, vis-à-vis des parties prenantes, eh bien, on va devoir rendre des comptes. Donc, c'est facile de dire qu'on va être neutre en carbone, qu'on va être ceci, etc. C'est facile de le dire, mais compte tenu de la nature du business aujourd'hui et du problème qu'on n'est pas les seuls à décider, qu'on a des parties prenantes externes, notamment des clients, qui n'ont pas toujours le même niveau de maturité sur ces sujets-là, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit, parce que ce qui est important pour une entreprise, c'est surtout de maintenir la confiance de ses partenaires et de ses parties prenantes. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, la raison d'être, il y en a une dans le groupe Bouygues très bientôt, je vous le dis tout de suite, mais les engagements qui permettront de soutenir cette raison d'être seront des engagements qui auront été sous-pesés en amont pour être sûr qu'on sera capable de les tenir dans la durée. Bouygues a été le premier financeur du Shift il y a 15 ans, quand Jean-Marc Jancovici a créé ce think tank. Et on a toujours maintenu notre partenariat depuis cette période. Et je n'ai pas de fonction au Shift Project, je suis juste un administrateur. En fait, comme on est grand donateur du Shift, c'est normal qu'on siège au conseil d'administration. Donc, on valide la stratégie du think tank, mais après, je n'ai pas de rôle opérationnel dans ce think tank. C'est pareil pour le C3D d'ailleurs. Je préside le C3D, mais ce n'est pas ça qui me nourrit. Donc, en revanche, bien sûr, on est complètement en phase avec les travaux du Shift, qui sont, à mon avis, de tous les think tanks qui réfléchissent à l'avenir, ceux qui sont les plus lucides sur ce qui va se passer en termes de double contrainte physique et morale de décarbonation, sur ce qu'on doit faire. La plupart des autres think tanks sont dans le rêve éveillé de la croissance infinie dans un monde fini en ressources, ce qui est bien sûr impossible, ou le rêve éveillé de la croissance verte, ou un autre rêve éveillé du technosolutionnisme qui ne fonctionne pas, pour diverses raisons. Le think tank Je Shift Project, lui, s'appuie sur la science. S'appuie sur la science et s'appuie sur les réserves d'énergie qui nous restent et comment on peut reconstruire en fait des modèles de société par rapport aux réserves qui sont disponibles sur cette planète. Donc, bien sûr qu'on s'inspire des travaux du Shift. D'ailleurs, on participe aux travaux du Shift et on a configuré nos politiques environnementales, essentiellement celles-là, parce que de toute façon, il n'y aura pas de politique sociale s'il n'y a pas de politique environnementale forte. Souvent, il y en a qui disent, bah oui, le développement durable, c'est un équilibre entre l'environnement, l'économie et le social. Ça, c'est bullshit, c'est complètement faux. Le plus important, c'est l'environnement, parce que de toute façon, si vous ne respectez pas et si vous ne préservez pas l'environnement, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de social non plus. Donc, le poids du corps, on doit le mettre sur l'environnement et sur la décarbonation en premier lieu. Il n'y a pas de transfert de l'un à l'autre. J'entends beaucoup de gens aussi qui disent bah oui, une entreprise, ça crée des emplois, ça génère des profits, donc c'est normal que ça pollue un petit peu, c'est pas très grave. L'environnement ne peut plus être aujourd'hui une variable d'ajustement du business. Ça, c'est plus possible. On est aux portes de l'effondrement climatique, on voit déjà ce que ça nous coûte et les conséquences que ça va avoir sur l'économie. Donc, la license to operate de toute entreprise qui se déclare responsable, c'est effectivement décarboner à vitesse grand V, c'est-à-dire de plus de 5 à 6% par an de son empreinte en absolu
et pas en intensité. J'entends aussi beaucoup d'entreprises qui disent bah oui, nous, on va travailler sur l'efficacité énergétique, donc on va améliorer notre intensité carbone par euro de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on sait très bien que dès que quelque chose est plus efficace, une machine est plus efficace, consomme moins, une voiture ou un bâtiment, eh bien, l'efficacité ne suffit pas, parce qu'on sait très bien que quand vous êtes plus efficace dans un domaine, eh bien, l'énergie que vous économisez, vous la réinvestissez dans un autre domaine. Donc, ce que vous gagnez en intensité, vous le perdez en volume. Non, il faut réduire en absolu, c'est-à-dire que de toute façon, les contraintes physiques sont telles que on doit diminuer par 2 notre empreinte carbone d'ici 2030 en absolu, et que la croissance économique qui pourrait éventuellement être faite dans cette période-là doit être absorbée par l'amélioration des process, quels qu'ils soient, parce que de toute manière, la planète n'a que faire de considérer l'effet rebond ou l'efficacité énergétique comme une variable qui ne serait pas gérée en absolu. Donc, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce qu'était le shift et on n'a pas compris ce que serait l'économie du XXIe siècle. Donc, il faut l'accepter, et le shift aujourd'hui produit des études de grande valeur. Il y a plus de 15 000 volontaires au shift, les fameux shifters, qui sont tous des cadres d'entreprise ou des jeunes qui sont conscients des contraintes, de ce qu'on appelle des limites planétaires, et qui participent dans leur domaine de compétences, que ce soit dans la construction, dans l'agriculture ou les transports, qui proposent des lignes directrices pour continuer ces activités, mais en prenant en compte les limites planétaires, ce qui est quand même le plus important pour les générations futures. La décroissance, mon cher monsieur, a déjà commencé. Donc, on compense aujourd'hui par de la dette ce qu'on n'est pas capable de produire en énergie. Alors, la décroissance, il y a une grande différence entre décroissance et récession. Personne, absolument personne, ne souhaite le retour d'une certaine récession, même si notre ami Poutine fait tout pour que ça se fasse. Et la décroissance, dans certains secteurs d'activité, si on considère, alors à moins qu'on n'ait pas tous compris la même chose, mais moi je vous revois la question, toutes les entreprises aujourd'hui, je dis bien toutes les entreprises, mettent en place des plans de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. On est d'accord? Donc, toutes les entreprises mettent en place des process de décroissance de leurs émissions de gaz à effet de serre. Eh bien voilà, on est pour cette décroissance. Je ne crois pas. En tout cas, là, je prends ma casquette de président du C3D, là, pour le coup. Là. Non, parce que là aussi, il faut arrêter de se raconter des carabistouilles. Hein. Vu la gravité du problème, de continuer de faire croire à ses actionnaires qu'on va pouvoir décarboner de 50% ou 45% de nos émissions d'ici 2030. Tout en continuant de maximiser les profits et d'en faire de plus en plus, ben ça s'appelle mentir. Et il y a 3 catégories de collaborateurs, selon moi. La première catégorie, c'est ceux qui sont climato-sceptiques ou qui n'ont pas compris le lien entre énergie et économie. Parce que c'est quoi le business? C'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie, des convertisseurs, des machines et de l'intelligence humaine. Moins d'énergie, moins de matières premières, c'est moins de business. Donc, parce que bon, tout le monde veut réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre, donc ça fait 50% moins de produits, 50% moins de kilomètres parcourus, 50% moins. Parce que le business, c'est de l'énergie. Donc forcément, de dire qu'il n'y aura pas de perdants dans cette histoire, il y aura forcément des perdants. Mais il y en a qui vont perdre plus que d'autres. Car, je le répète, il y a des secteurs qui sont essentiels. Nous, on a la chance chez Bouygues, on est sur des secteurs essentiels, on l'a pas fait exprès, hein, se loger, bouger, communiquer, ça risque quand même de rester essentiel. Il y a d'autres secteurs moins essentiels. Je ne cite pas lesquels, vous les connaissez comme moi.
Donc, les secteurs non essentiels vont plus souffrir dans les années qui viennent. C'est évident, c'est plus qu'évident. À eux de se reconfigurer. Ils auraient d'ailleurs dû se reconfigurer bien plus tôt, parce que là, le coup de frein va être assez terrible pour ces entreprises. Alors, je dis que la première catégorie des collaborateurs, c'est ceux qui n'ont pas compris ce lien entre énergie et économie, des choses qu'on devrait enseigner dans les écoles et qu'on n'enseigne pas, hélas. Et c'est pour ça que le C3D, avec le Shift Project, d'ailleurs, a réalisé un MOOC à l'intention des étudiants et des salariés pour leur faire comprendre cette relation qui est maintenant avérée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, ces salariés qui n'ont pas compris ça, il y en a même certains qui sont climato-sceptiques, ou même certains qui pensent que la technologie va tout sauver, etc., ce qui est complètement faux. Mais moi, j'appelle ça des incompétents. Et qui veut garder dans son entreprise un incompétent? Personne. Il y a une deuxième catégorie de collaborateurs qui ont parfaitement compris, ce qui est en train de se passer, qui savent que la décarbonation et le maintien de la stratégie telle qu'elle est développée aujourd'hui dans certaines entreprises est complètement incompatible. Ils le savent très bien. Parce que moi, j'en rencontre tous les jours des gens qui me disent, de toute façon, on sait très bien que ce n'est pas possible, mais il faut le dire quand même, on le dit. Et c'est la fameuse citation d'Upton Sinclair qui disait « c'est normal pour un cadre de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire ou son statut dépend qu'ils ne comprennent pas cette chose ». Et ces gens-là, je les appelle ça des lâches. Parce qu'en ne disant pas la vérité à ces patrons, eh bien, ils entretiennent une espèce d'illusion que tout peut continuer comme avant en rajoutant simplement quelques plantes vertes et une boîte à piles à la sortie de l'usine. Bon, ça ne suffira pas, parce que les gens ne se rendent pas compte que 5% d'émissions de gaz à effet de serre en moins tous les ans, c'est l'équivalent du Covid, de l'année 2020 pendant le Covid. C'est ça, et pendant 70 ans. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et puis après, il y a la troisième catégorie, que je les appelle les lucides, à défaut d'être courageux, ils sont moins lucides, qui se rendent compte que ça fait des décennies qu'on aurait dû changer de modèle, mais qu'on ne l'a pas fait, pour des raisons d'égoïsme, de cupidité, de fausses croyances sur le fait que les arbres pouvaient monter jusqu'au ciel, qu'on pouvait faire de la soutenabilité faible, alors que la seule soutenabilité qui est possible, c'est la forte. Et bien ceux-là, ils se disent, mais comment on peut faire du business autrement? Et comment on peut continuer de survivre en vendant des produits qui ne sont pas prédateurs pour le climat, mais qui sont contributifs? Heureusement, donc on a écrit un livre avec Céline Puffardivi sur ce sujet, entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Heureusement, parce que sinon ce serait catastrophique, ce serait même désespérant, il est possible de faire des profits, mais sans être prédateur pour le vivant. Et pour ça, ça nécessite de changer 2-3 trucs dans le fonctionnement de l'entreprise, à commencer par le système comptable, à commencer par le modèle d'affaires, bien sûr, d'aller vers un modèle d'affaires beaucoup plus circulaire, ou plutôt permacirculaire, basé sur les usages, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, et abandonner le modèle linéaire. Et puis aussi, ça nécessite de changer le système de management pour faire de l'innovation frugale, qui est le contraire des systèmes d'innovation qui sont utilisés aujourd'hui par la majorité des entreprises. Eh bien, ces collaborateurs lucides, c'est les plus précieux dans les entreprises parce que c'est ceux qui vont aider l'entreprise dans leur transition, dans leur transformation, et qui permettront aux entreprises de survivre par rapport aux autres qui disparaîtront. On est dans une phase qui va durer, on espère, le moins longtemps possible, et c'est vrai pour toutes les boîtes, où le monde d'avant cohabite avec le monde d'après. Voilà. Donc Bouygues continue de faire des bâtiments en béton, mais Bouygues fait aussi des bâtiments hybrides à économie positive. Bouygues continue de faire des bâtiments, des infrastructures de transport en commun, mais on continue de faire des terminaux d'aéroports. Donc, on a aujourd'hui encore des injonctions contradictoires qui, d'ailleurs, commencent à poser problème pour nos collaborateurs, enfin pour les collaborateurs les plus lucides dont je parlais tout à l'heure. Mais, comme on dit chez Bouygues, on ne fait pas mûrir une tomate avec un chalumeau, même si on n'a plus beaucoup de temps, même si les scientifiques nous disent qu'il ne reste plus que 6 ans, on ne peut pas changer un corps social et des systèmes de fonctionnement dans 65 pays en claquant des doigts. Moi, je le voudrais bien, mais c'est juste impossible.
Donc, et ce n'est pas simplement une volonté politique de la direction générale de l'entreprise. Encore une fois, il ne faut pas croire que c'est nous qui décidions de tout. On répond à des marchés publics, on dépend beaucoup de clients qui, dans certains pays, ont des grosses appétences en matière de RSE sincère, et puis d'autres qui n'en ont strictement rien à foutre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ces pays au risque d'avoir des concurrents qui font encore plus mal le travail. Je pense que ça ne serait pas responsable de réagir comme ça. Donc, nous, on essaye d'agir dans nos sphères d'influence, là où on est implanté, et bien sûr de démontrer qu'on peut faire du business autrement en changeant nos modèles constructifs, en travaillant sur le bâtiment réversible, en travaillant sur le bâtiment hybride à économie positive, donc des bâtiments qui sont à haute intensité d'usage, des bâtiments à énergie positive. On a inventé ce modèle il y a 10 ans maintenant. Donc, on travaille sur les produits du monde d'après, mais ces produits du monde d'après cohabitent avec les produits du monde d'avant. Exactement comme un manufacturier automobile continue de vendre du diesel en même temps qu'ils ont dans leur gamme des véhicules électriques. Bon, ben là aussi, ça peut apparaître comme une injonction contradictoire. Bon, ben, petit à petit, les manufacturiers automobiles vont abandonner leurs véhicules les plus polluants au profit d'avoir une gamme 100% cohérente, parce que c'est le sens de l'histoire et c'est ce qui va se passer pour eux. Eh bien, nous aussi, à terme, on aura une gamme produit 100% cohérent et ce n'est pas encore le cas. C'est un vrai enjeu, effectivement. Donc là, on a décidé, et la loi nous aide là-dessus, de beaucoup plus réemployer ce qu'on appelle aujourd'hui déchets. C'est-à-dire que les déchets aujourd'hui, c'est un centre de coût pour l'entreprise, parce qu'il faut s'en débarrasser, et il n'y a quasiment aucune valorisation, ni en recyclage, ni en réemploi. Donc, la décision qui a été prise il y a quelques semaines maintenant, c'est, comme on est un très, très gros producteur de déchets, soit pour nos activités de déconstruction, soit sur des chantiers, tout simplement, c'est en fait une kyrielle d'actions. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais alors déjà, de récupérer ces matières premières, que ce soit les matières premières issues du second œuvre ou les pondéreux, pour les réinjecter dans le circuit industriel. Et pour ça, il nous faut des plateformes. On développe des plateformes aujourd'hui pour qu'à chaque fois qu'on désosse un bâtiment, qu'on le démonte, eh bien, au lieu de tout jeter, eh bien, de trier, de remettre en état ce qu'on peut remettre en état et de remettre ça dans le circuit industriel pour aller sur des politiques de réemploi. C'est pour ça que Bouygues participe, comme d'autres constructeurs, au projet Booster de réemploi initié par l'IFPEB. Ce qu'on essaye de faire aussi, et le déchet le moins impactant pour l'environnement, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est de retravailler nos modèles constructifs qui sont aujourd'hui assez traditionnels vers de ce qu'on appelle du hors-site et d'industrialisation de la construction, de manière à produire moins de déchets et de faire en sorte que tout ce qu'on va produire demain comme élément constitutif des ouvrages puisse être réutilisé à l'identique dans une deuxième vie, dans un autre ouvrage, ou travailler sur des modèles architecturaux qui vont nous permettre de rendre plus réversibles les bâtiments que l'on met à disposition de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on livre un bâtiment en bureau, on peut le transformer en logement, ou on le livre en logement, on peut le transformer en bureau, pour allonger la durée de vie de sa structure et donc abaisser son empreinte carbone. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'innovations actuellement qui sont en cours dans le groupe pour aller vers ce qu'on appelle le déchet zéro. Alors ça aussi, ça ne va pas faire plaisir à ceux qui vivent aujourd'hui des déchets produits par les BTPistes, mais notre objectif, ce n'est pas de leur faire forcément plaisir, c'est de démontrer qu'il est possible dans notre industrie, et c'est ce qu'on va démontrer d'ailleurs, qu'on peut aller vers le zéro déchet ultime. Il faudra certainement une génération pour ça, parce que ça met du temps de faire du hors-site, ça met du temps de changer des habitudes, ça met du temps de faire des bâtiments en banque de matériaux, parce que c'est des nouveaux modèles économiques où on va dissocier la vente de l'usage du bâtiment des matériaux constitutifs avec des livrets d'épargne qui seront assujettis à la matière première qui va être utilisée, parce qu'on sait très bien que cette matière première est chargée d'énergie grise, et on voit bien avec les pénuries de matières premières et l'augmentation des coûts qu'on a intérêt à rester propriétaire des matières premières, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça va changer complètement le modèle d'affaires et la façon de commercialiser les ouvrages, mais
ce plan zéro déchet est un plan qui est maintenant mis en œuvre dans le groupe Bouygues. Et comme pour la sécurité, on ira jusqu'au bout. Ça nécessite de revoir les process, d'investir dans la numérisation notamment. Et on travaille avec Dassault Systèmes sur une plateforme de management numérique de projet pour industrialiser forcément l'acte de construire. C'est des investissements qui sont bien en amont du traitement des déchets en tant que tel. Parce que quand on fait une plateforme industrielle lorsqu'on démonte un bâtiment, qu'on puisse récupérer les huisseries, les portes, les fenêtres, les chemins de câbles, les faux planchers, etc. Il faut pouvoir les stocker, les nettoyer, les repalettiser, leur remettre une assurance dessus, etc. Donc tout ça, bien sûr, c'est des investissements, mais c'est des investissements qui sont, comme tout investissement, on essaye de les rentabiliser, parce que ces éléments finis qu'on récupère, eh bien, c'est autant d'éléments finis qu'on ne rachète pas en neuf, souvent des Chinois d'ailleurs, et qu'on peut réimplanter sur nos chantiers, dès lors que le client, bien sûr, est d'accord. Bon, c'est des investissements qui sont rentables bien sûr d'un point de vue carbone, parce que c'est autant d'énergie grise qu'on ne mobilise pas pour refabriquer les produits, mais c'est rentable aussi d'un point de vue économique, parce que c'est des choses qu'on n'achète pas, ou qu'on ne réachète pas. Donc, il y a le bilan financier aujourd'hui sur cette approche-là est favorable. Il est d'autant plus favorable que la tonne de carbone est à 100 euros, et ce sera encore plus favorable quand la tonne de carbone sera à 200 euros, et encore plus favorable lorsque la tonne de carbone sera à 300 euros. Donc, l'augmentation du coût marginal du carbone va favoriser le réemploi, c'est une évidence.